Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de la série En coulisses. Aujourd'hui, on accueille Hervé Bruno, qui a un parcours hyper intéressant. Il a débuté au Futuroscope, il a fait un petit passage à la scène musicale, il a passé aussi 6 ans au parc Astérix, où il avait pour mission de remettre les shows au cœur de l'offre. Aujourd'hui, avec ton entreprise Live Show Factory, tu mets ton expertise au service des parcs d'attractions, mais pas que, le spectacle vivant aussi. Hervé, déjà, merci d'être avec nous, d'avoir accepté l'invitation et 1 question, mais est-ce que, tu avais déjà des passions ou des centres d'intérêt qui laissaient présager ton parcours actuel? Déjà bonjour à tous et merci pour l'accueil et pour répondre à ta question, est-ce que j'avais des centres d'intérêt qui laissaient présager? Franchement non, j'étais pas du tout prédestiné au spectacle. Mes parents, ils sont agriculteurs, à part jongler avec des mottes de terre, je pense que c'est le plus artistique que je faisais, quand, je devais remplir le bac à eau des vaches, tu vois? C'était vraiment très basique. C'est je me suis plutôt, je me suis plutôt dit, après le bac: «Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas?» Et dans ce que j'aime pas, ce qui ressortait, c'était, le lien avec les gens, les langues étrangères et du coup, assez rapidement, je me suis dirigé vers tourisme et quand je suis allé en tourisme, je fais un BTS en 2 ans, je me suis rendu compte aussi que j'étais assez organisé et hem et du coup, je suis allé vraiment vers le milieu des parcs d'attractions et de l'événementiel assez rapidement parce que, l'organisation et les événements, c'est là où j'étais plutôt doué au départ et en fait, au fur et à mesure où on a détricoté, le fil et ben, je suis passé de tourisme à événementiel à spectacle. Grosso modo, si je vous fais le truc un peu court. Du coup, BTS tourisme en général, ça te lance vers quel type de métier de BTS tourisme était soit réceptionniste, soit guide, conférencier, soit maître de rang restauration et cetera. Mais en fait, à l'issue de mon bac, je m'étais dit: «Je ne sais pas combien d'années d'études je vais pouvoir me financer». ah ouais. Parce que enfin, j'étais boursier niveau 4, autant dire que mes parents, c'était pas le plus gros niveau de financement. Ils ont tout fait pour que je fasse des études et je les remercie d'ailleurs. Mais je voulais être sûr d'avoir déjà un bac+2 et si je pouvais pas aller plus loin, ben, je savais que j'avais au moins mon bac+2. Mais à la fin de mon BTS, je savais que je voulais continuer et du coup, j'ai pris un master en management des entreprises et institutions plutôt lié au tourisme avec une option événementielle dans une école à Angers qui s'appelle l'Estua. Là, ça m'a ouvert la porte parce que je voulais une formation qui avait 4 à 6 mois de stage par an et du coup, je voulais profiter de ces stages pour mon insertion dans la vie professionnelle et en vrai, mes 2 stages de master 1 et de master 2, ça a été mes 2 premiers employeurs. Donc du coup, hyper stratégique, à chaque étape, en fait. Donc tu avais prévu déjà, «Bon, il faut que je fasse ça, sinon ça marche pas», Bah, disons que mes parents sont très pragmatiques. C'est, travaille, organise-toi pour que ça marche derrière et si tu travailles bien et si tu as la valeur de l'effort, tu arriveras toujours à quelque chose. Mais bon, c'est typiquement, si j'ai à un moment, j'ai laissé entendre que je voulais aller à la fac. Ils m'ont fait comprendre que c'était, pas vraiment la meilleure des options, et que, si je pouvais avoir une, formation, qualifiante et professionnalisante, c'était quand même vachement mieux. Heu donc ils nous ont toujours laissé faire des études et mes 2 frères et moi, on a fait un bac+5. Même mon petit frère, il est docteur, donc il a fait un bac+8. Mais mais fallait qu'on sache à peu près ce qu'on voulait et où on voulait aller et surtout qu'il y ait un résultat concret derrière. Si tu veux, si j'avais dit que je voulais faire des études d'archéologie, ils m'auraient dit: «C'est vachement bien, mais il y a quand même très, très peu de débouchés. Il va falloir que tu sois vraiment, vraiment dans les meilleurs et que tu bosses beaucoup. Est-ce que tu as vraiment envie de ça?» «Je sais pas, je suis pas le meilleur en compète, alors, Ouais, mais j'aime peut-être bien prendre un déterrer des BTS trucs tourisme alors. finalement». Mais du coup, le master management des institutions, même si effectivement c'est, les stages qui t'ont donné, c'est qui ou dans lesquels tu as travaillé chez tes employeurs, mais à la base, c'est pareil, tu dis que c'est vers le tourisme. J'avais pas idée au début de ce que c'était ce type de formation. En fait, moi, j'étais là avec un bac+2, tu exécutif, tu opérationnel. Moi, je sais que je veux manager une équipe, je sais que je veux être responsable d'un truc, mais je sais pas quoi et du coup, je sais que j'ai besoin d'avoir un bac+5 pour ça. En tout cas, à l'époque où les diplômes étaient beaucoup plus valorisés, qu'aujourd'hui, même si je trouve que ça reste un peu, quand tu as un bon apprentissage et des bons savoir-faire, tu arrives à évoluer beaucoup plus rapidement. Mais, enfin, moi, je suis plus tout jeune, donc du coup, à l'époque, c'était quand même très valorisé par le diplôme et hem et j'avais déjà les connaissances terrain, grâce au BTS, mais je voulais pouvoir,
bah, m'élever un peu et continuer à évoluer et je pense que, le côté manager était requis. C'est pas sur les bancs de l'école que j'ai eu l'impression d'apprendre le plus à manager une équipe, hein, on va Tu pas se m'étonnes. mentir. Mais vraiment le côté, stage, moi, m'intéressait beaucoup et m'a permis, grâce à l'expérience terrain, de mettre un pied dans des entreprises et dès le départ, j'avais compris un truc très important et d'ailleurs les gens que j'avais en stage à l'époque me l'avaient dit, c'est l'importance du réseau. C'est-à-dire que régulièrement, tous les gens professionnels avec qui j'étais en contact, des trucs très cons, mais je leur envoyais des vœux à la bonne année en disant: «Hey salut, comment ça va?» ou alors je notais leur date d'anniversaire dans mon agenda en me disant: «Bah tiens machin, faut que je pense à lui envoyer un petit message à son anniversaire» et c'est tout con, mais c'est aussi grâce à ça que après mon stage et lors de mon premier emploi, le Futuroscope m'a rappelé en me disant bah Hervé, tu vois, tu as fait un stage chez nous, il y a vraisemblablement un poste qui va se libérer, est-ce que ça t'intéresse? Et c'est comme ça que je suis arrivé au Futuroscope, donc plutôt T'as fait cool. la fine bouche ou pas du tout? Oh, je sais pas, je regarde mon agenda quand même, si je viens. Si je suis dispo. En vrai, j'étais tellement content, j'ai dit ouais, ça m'intéresse tout de suite. Parce Ah que ouais, le tu job sur m'étonnes. lequel j'étais, j'aimais moins et je savais que c'était pas ce que je voulais faire. En stage, juste avant? J'ai fait un stage de fin d'études au comité régional du tourisme Poitou-Charentes. C'était le volet plutôt institutionnel du tourisme et moi j'ai très vite compris que je m'y retrouvais moins et que, mais ça c'est lié à chacun, que le volet, privé, me correspondait plus. Je trouve qu'en institution, c'est beaucoup plus politique et les résultats, sont moins facilement évalués, là où sur le privé, tu as vraiment ce côté, OK, qu'est-ce qu'on a mis en place? Il y a un côté, opérationnel et financier. Combien ça a rapporté? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on peut corriger et comment on avance? Et j'aime bien cette logique d'évaluation du résultat et de plan d'action mis en place. Donc, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça et ça me va bien. Ouais, c'est mieux pour savoir, ce qui marche et comment rebondir, quoi. Parce que sinon, si tu évalues pas les résultats, peu compliqué, hein. Ou pas, je sais pas, il y en a qui sont très bons en politique, moi je suis très mauvais. Moi, je déteste ça. Ça Bah, il me y a je très peu de gens qui sont très bons à ça, mais quand tu es bon, quoi. Ah oui, moi j'ai bah, en fait, c'est souvent, en entreprise, tu peux aussi détecter ce genre de choses. Moi, je sais que j'ai eu des managers, surtout en France, qui étaient extrêmement bons en politique et du coup, bah, tu sais que si tu les laisses faire, ils vont tout te débloquer et toi derrière, bah, tu peux faire ton taf tranquillement, quoi. Mais, faut Ouais, savoir, se et ça veut positionner, dire que quoi. tu te positionnes en bon technicien Exactement. et que tu attends de ton manager à ce moment-là, effectivement, «J'ai un problème, ouvre-moi les portes» et une fois que c'est ouvert, moi je peux dérouler mon taf, quoi. Et ça Voilà, marche c'est bien ça, ouais. aussi, hein. Ouais. Et bah, c'est aussi, à un moment, en fait, où je me suis retrouvé vers la fin de Parc Astérix avec ce choix entre soit tu montes et du coup, tu vas avoir des postes qui vont être de plus en plus stratégiques et politiques. C'est-à-dire que j'étais quand même déjà directeur du service spectacle. Qu'est-ce qu'il y avait au-dessus? Bah, peut-être directeur spectacle et opération et après directeur de parc, où tu te retrouves quand même à avoir un rôle qui est plutôt politique. Soit tu veux garder une expertise spectacle et le fait de travailler dans la production pure et dure. Et c'est pour ça que ça me fait vraiment penser à ça, ce que tu dis, parce que à un moment, j'ai dû faire ce choix et on y reviendra après si vous voulez. Parce que tu t'éloignes au Bon, fur et à mesure du terrain, quoi. C'est Ouais. ça. Mmh. ouais. À la fin, j'avais une équipe de 600 personnes. Tu connais Ah plus le ouais? prénom de tout le monde, hein. Ouais. Surtout si tu Ouais, c fais plus les castings, quoi. Ah, tu peux pas retenir, impossible. Bah, en vrai, si je faisais tous les castings, si. Mais à la fin, non, tu peux pas. Surtout que tu as 3 saisons différentes, donc tu fais 600 personnes à Halloween, 200 personnes à Noël et 350 personnes l'été, donc ça change en plus. en Oh plus, ouais. putain, Ouais. non, tu me Je vais perds. tous vous appeler Brian, à partir C'est de ça, maintenant. Avec la ce petite serait affichette, parfait. tu sais, comme à l'école: «Alors mettez vos petits papiers parce que là, je Le Les suis perdue étiquettes là». autocollantes. Exactement, ouais. Ah ouais, obligé, hein. Tu as fait ton stage au Futuroscope et on voulait savoir du coup tes premières missions au Futuroscope, c'était quoi? Comment, parce qu'à un moment donné dans une interview, tu dis que tu as découvert les rouages d'un parc d'attractions. Comment tu as découvert ces rouages? En fait, quand je suis arrivé au Futuroscope, j'avais à la fois la possibilité d'aller sur le terrain, mais vraiment des choses basiques. J'étais tatoueur en file d'attente. Tu es en contact direct avec le public, tu apprends à faire des tatouages sur ton bras. Je suis nul en dessin. Je pense qu'il y en a, ils ont dû avoir des dessins, mais dégueulasses. Mais Juste un smiley, quoi. c'est, à peine, pas beaucoup plus. Un clin d'œil à Émilie qui m'a appris à faire des tatouages, mais tu sais, tu es en contact direct avec le public et du coup, tu en profites pour échanger avec eux. Ils te racontent leur journée, ils disent: «Ah, j'ai vachement attendu là», etc. Donc, tu as vraiment les retours publics. Euh,
Assez rapidement, je faisais aussi, les plannings, en fait, j'avais un côté terrain et un côté bureau. Quand j'étais au bureau, je faisais les plannings des équipes, je faisais les contacts avec les équipes, les recrutements, les retours sur les costumes, tout ce qui pouvait fonctionner ou dysfonctionner, les infos administratives à filer à la fois à la direction pour, les autres services, à la fois à redescendre dans le service. Quand j'étais sur le terrain, je faisais à la fois l'accueil des compagnies extérieures type, les fanfares qui venaient jouer dans le parc, le tatoueur en file d'attente, heu c'était moins mon truc, mais j'ai fait un peu personnage aussi. Ah, ça veut J'ai dire quoi ça? Attention, ça veut dire ça je veux savoir. ça veut dire que peut-être que le costume de Arthur dans Arthur et les Minimoys, il est cousu sur moi quand j'avais 20 ans. Mais Incroyable. je pense que si je rentre encore dedans, j'ai un peu plus des poignées d'amour, tu vois, dans le costume, puisque c'est vraiment un juste au corps, le truc. Ah oui, Heu d'accord. Waouh, OK. et ça, c'était vraiment les 1res étapes, on va dire, et après j'ai pu évoluer, grosso modo tous les 3 ans, j'avais un nouveau poste au Futuroscope. C'est vraiment une entreprise qui, heu, qui mise sur des potentiels et qui mise sur des talents assez jeunes et qui, les fait évoluer très rapidement. Moi j'avais, 27 ans, 28 ans, j'étais responsable du service spectacle, et animation du Futuroscope. C'est pas donné à tout le monde et c'est pas toutes les boîtes qui le font et tous mes potes aujourd'hui sont des gens qui ont, dans l'univers des parcs d'attractions, sont des gens qui ont grandi au Futuroscope et qui se sont retrouvés avec des responsabilités en fin de vingtaine, début de trentaine, quoi. Ça te donne envie de rester dans l'entreprise aussi, parce que ça, c'est des points clés quand tu es dans une entreprise, c'est justement une progression. Et bah, il y a évidemment le fait d'apprendre des choses, mais il y a le fait de pouvoir évoluer, quoi. Exactement. Et, si je vous schématise un peu ce que j'ai fait au Futuroscope, bah, j'ai eu 3 premières années qui étaient plus l'équivalent de chargé de projet, chargé de production, ça dépend comment on se situe dans le spectacle. C'est quelqu'un qui va faire vraiment de l'administratif, du planning, des budgets, qui va commencer un peu en management, qui va être présent sur le terrain également, qui va aller voir les équipes, qui va parfois pallier les postes qui vont manquer. Donc, une fois que tu as prouvé, bah, que tu étais capable de comprendre des plannings, que tu étais réactif, que tu faisais pas trop d'erreurs, que tu étais rigoureux, que tu étais méthodique, après, ils commencent à te filer des projets et ils voient comment tu te débrouilles avec. Et du coup, au bout de 3 ans, une fois que tu as réussi quelques petits projets, je pense à l'organisation d'un festival notamment, bah, tu changes et tu passes l'équivalent de chef de projet. Donc, ce que j'appelle chef de projet, pour moi, c'est quelqu'un qui a la responsabilité d'un projet et qui en fait le reporting à sa direction et notamment à la responsable du service, de l'époque. Par exemple, je me suis retrouvé à, faire le développement complet des mascottes, des personnages des lapins crétins, alors que les personnages n'existaient pas. Donc tu es l'interface entre la licence Ubisoft, le créateur de costumes et le parc d'attractions. Tu es censé à la fois respecter, les contraintes visuelles d'Ubisoft pour que ça ressemble bien à un personnage de l'univers. Mais quand on les regarde, on voit quand même qu'ils ont 50% de taille de tête et 50% de taille de corps, ce qui n'existe pas chez les humains. Tu ne peux pas faire ça. Donc, tu es un peu obligé de jouer sur les codes et d'adapter avec le costumier avec lequel tu travailles et de trouver des compromis pour que ça joue et que ça fasse comme si et que ça corresponde aussi au parc du Futuroscope. Donc ça, c'est un des chantiers. Il y avait aussi l'inauguration de l'attraction des lapins crétins. Donc on a toujours un geste inaugural dans cette période de 3 ans. Et aussi et surtout un dossier majeur qui a été en partenariat avec le service Travaux Neufs, le, la transformation d'une salle IMAX en salle de spectacle avec le contenu associé. Et ça, c'était un énorme chantier pour moi et c'était un énorme challenge. Donc ça, Ah ouais, parce que là, tu c'était as dû ajouter une scène ou? ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu avais à la base un immense écran et on a transformé la salle. Alors tu avais quand même un responsable de projet lié aux travaux, qui était en charge de récupérer tout le cahier des charges du spectacle et de transformer la salle. Et moi, mon rôle, c'était d'être l'interface avec la boîte de production extérieure qui venait, construire un spectacle qu'on allait mettre dans cette salle, de recueillir l'ensemble de leurs besoins, de les filer aussi en transverse au chef de projet et de faire un reporting à la direction sur l'avancée, du spectacle. Et ça, c'est C'est des chantiers de combien de différent, temps? ça dure entre 1 an et demi et en fonction des tailles de projet, entre 1 an et demi et 3 ans. Mais là, ça Ah durait ouais. 2 ans à peu Ah près. oui, Ouais, c'est rude, hein. c'est énorme, Ouais, ouais. c'est des gros projets, mais c'est hyper intéressant et c'est différent de ce que je vais faire derrière au parc Astérix et on aura l'occasion d'en reparler. Là, je n'étais que, entre guillemets, «l'interface» avec une boîte de production extérieure
Et quand j'arrive au parc Astérix, les spectacles sont produits en interne et on D'accord. pourra parler de la différence de ce que c'est, Ouais. en termes de poste. Mais du coup, ouais, j'ai une question parce que, par rapport au lapin crétin, c'est, moi j'ai bossé avec beaucoup de licences et ça apporte ses difficultés, quoi. Sur, leurs exigences, les bloqueurs que ça peut avoir. Du coup, c'était quoi la relation avec Ubisoft? Est-ce que c'était, difficile, compliqué? Justement, tu dis qu'il fallait adapter les costumes pour que ça ressemble quand même à quelque chose. Et puis il y a eu derrière la salle IMAX avec le spectacle. Comment ça se passe du coup cette, relation? Alors le spectacle n'était pas en lien avec les lapins crétins, c'était un autre spectacle, mais pour la relation, avec, Ubisoft, franchement ça s'est hyper bien passé et le meilleur moyen que ça se passe bien, c'est juste que tout le monde se sente acteur dès le départ et prenne part aux décisions, avec des points d'étape de validation. Il y a rien de pire que d'avoir uniquement une étape de validation finale à la fin où tu développes le truc. Parce qu'ils vont te dire: «Bah, en fait, non, les proportions, elles sont pas bonnes, ça correspond pas du tout à ce qu'on voulait». Mais si tu découpes ton projet en plusieurs étapes et que, par exemple, tu valides, quand tu parce que quand tu construis ton costume, tu construis d'abord la forme, enfin, d'abord le visuel, ensuite la forme, la mousse. Après, tu vas choisir tes textiles, tu vas couvrir tes textiles, après tu vas ajouter ta technologie et après tu vas avoir ton rendu final. Et si à chaque étape, tu fais un rendez-vous dans les ateliers avec: «OK, le dessin vous convient. OK, le prototype en plastazote vous convient. OK, les textiles choisis, c'est les bonnes couleurs pour vous, ça vous correspond. Quand on les assemble, il n'y a pas trop de fripé, il n'y a pas trop de ça c'est le rendu propre et lisse que vous aimez. Quand on ajoute la technologie, c'est fun parce que pour la première fois, on a un personnage qui peut produire des sons et communiquer avec, le visiteur et quand vous regardez le rendu final, ça vous va». Et une fois qu'ils ont validé toutes ces étapes, ça marche. Et si vraiment ils te disent: «Ah là, c'est pas exactement comme je voulais», tu es en mesure de dire: «Mais en fait, comme on l'a validé au mois de mars sur le compte rendu que j'ai fait, on l'a validé, donc si on revenait en arrière, ce serait tout à fait possible. Par contre, ce serait, avec un coût partagé». Et là, en général, tu valides ton truc, quoi. Ouais, Ouais. l'argent en général, ça règle le problème. Un coût partagé? Bah, C'est très bien en fait. oui, mais parce que c'est souvent le sujet. En vrai, tu peux tout faire, si tu peux tout recommencer et Bien voilà. sûr. Soit tu as un problème de délai, soit tu as un problème de budget dans ton projet. Ouais. Bah oui, c'est forcément. Oui, mais c'est en fait, c'est la bonne approche, ouais, de les impliquer au Mais final. quand tu es impliqué, quand on a fait les choix ensemble, alors après, nous, on est force de proposition, tu vois? On est là pour, préconiser la solution et pour, avancer avec des propositions. Mais, imagine, je me mets à leur place, l'univers des lapins crétins, c'est quelque chose, si je suis à leur place, que je connais depuis longtemps. J'arrive à la fin, quelqu'un me fait une proposition qui a rien à voir et qui a pas compris avec la charte graphique. Il m'a pas, contacté avant, il me dit juste que son truc est merveilleux. Bah, non, en fait, ça correspond pas du tout à ce que je voulais, donc tu vas recommencer puisque tu nous as rien dit avant, en fait. Mais ça doit même faire partie du contrat à la base, non? Il doit y avoir des étapes de validation au fur et à mesure, j'imagine? Enfin, en tout cas, nous, on avait ça souvent dans nos projets. J'avais pas de contrat avec eux, je pense que c'était un contrat qui était plus général, qui était au-dessus de moi, qui comprenait le développement de l'attraction, parce que tu avais toute une attraction, le développement des personnages et le geste inaugural, avec un guideline, si tu veux, à respecter dans l'univers et on avait également un directeur de la création, Olivier Hérald, qui lui portait forcément tout ça et que moi, à l'intérieur, j'étais une petite goutte avec, uniquement les persos, quoi, qui n'avaient rien à voir avec tout le travail qui était fait par l'agence de création interne au Futuroscope. Et les costumes justement, tu parlais des étapes, de création, mais il y a des contraintes à prendre en compte parce que c'est quelqu'un qui va le porter donc justement tu disais la taille du lapin crétin, c'était disproportionné par rapport au corps humain. Est-ce que tu as des contraintes de visibilité pour qu'il voit, de contraintes de poids? Exactement, bah, déjà tu as des tests à faire avec, les personnes qui vont le porter. Tu dois définir une taille maximale, pour que le visuel soit respecté et que les tensions de textile soient bonnes. Tu dois, potentiellement effectivement avoir le truc le plus léger possible, encore plus si tu intègres de la technologie. Ça doit être respirant le plus possible parce que, bah, on le sait, hein, il fait de plus en plus chaud l'été. Quand toi tu as chaud avec tes 35 degrés, imagine combien il fait à l'intérieur d'un personnage, quoi. Il y a un Alors, système pour je peux respirer pas tout ou? te dévoiler non plus, hein, OK, j'ai quand même une OK. part de mystère à faire respecter, OK, mais les lapins crétins sont assez respirants, c'est tout ce que je peux te OK, dire. OK, ouais. OK.
On s'est fait la réflexion parce qu'il faisait très très chaud à Disney il y a 2 semaines, une semaine, je sais plus, j'ai perdu le fil. Mais on voyait les gens en costume et je me disais, mon Dieu, moi j'ai déjà chaud, mais alors lui, j'imagine quoi. Et ceux qui me disent: «Ouais, il y a un ventilateur dans les têtes», c'est un mythe! On a chaud, Merci. on a chaud les gars. Voilà, c'est ça la vérité. Parce que c'est exactement ce qu'on s'est dit, ouais. On s'est dit, il doit y avoir des ventilos. Eh oui. Bah non, déjà c'est super lourd, ça fait du bruit, heu, il y a un on a l'impression qu'il y a Mickey qui décolle et qu'il y a un truc dans sa tête. Non, 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 laisse tomber ça. Ah oui, c'est Alors vrai, moi j'avais pas pensé à ça. je connais pas les costumes de Disney, donc je ne peux pas me prononcer pour les costumes de Disney. Je connais ceux de Futuroscope et de Parc Astérix en l'occurrence, mais Ça casserait toute Ok. la magie d'entendre un petit moteur en train de ouais, c'est tourner dans ça. la tête. Il y a un hélico qui décolle dans le coin les gars. Ah mon Dieu. Même s'il y a des solutions très silencieuses et puis après, c'est typiquement, le genre de choses qui tombent en panne rapidement. C'est typiquement le genre de choses qui n'aident pas à nettoyer l'intérieur des costumes. Ah oui, c'est vrai. Pour la petite Bah ça, c'est... anecdote, moi j'ai cru que les costumières étaient alcooliques, alors que non. En fait, pour enlever non mais je vais vous dire pourquoi. Pour enlever les odeurs, des costumes, il y a un petit tips de costumière, c'est qu'elle mélange de la vodka avec de l'eau ou alors elle laisse la vodka pure et elle la vaporise et en fait ça capte les odeurs et c'est inodore Ah et ouais. donc c'est Waouh. souvent utilisé, donc il y a 4-5 de bouteilles de vodka dans les ateliers des costumières parce que c'est comme ça, parfois qu'elles enlèvent les odeurs. Voilà, c'était votre petit tips, vous pourrez faire ça chez vous. Ah ouais, Ah, c'est quelque chose à énorme. Je vais savoir, m'acheter hein. plein de vodka, ouais. Ouais. Bah, tu Non, mais pourras toujours faire n'empêche. de la vodka fraise, hein, ou Malabar, si vraiment tu arrives pas à tout utiliser, quoi. En même temps, la vodka, c'est marrant, ça ressemble à de l'eau au final. Si t'enlèves de la bouteille, tu le mets dans un autre truc, bon, bah, ça Alors ça n'a passe, pas le quoi. même goût, Alex, il faut que tu Non, c'est pas testes, faux. comme Bah justement, je vais me faire un petit verre à 7h45 du matin. Histoire de te réveiller là. Exactement. Alors, du coup, après le Futuroscope, heu, tu changes complètement. Tu pars déjà, de la province direction, la région parisienne et donc ça, c'est déjà un gros changement. Moi, je sais quand je l'ai fait, j'ai pleuré, et ensuite, et littéralement, hein, et tu rejoins du coup la scène musicale. Donc ça, changement de type de job et changement d'environnement. Du coup, comment ça se passe ça? Parce qu'au final, c'est 2 gros changements d'un coup. Moi, on m'a toujours donné le type de, ne change pas 3 choses, enfin, 2 grosses choses en même temps dans ta vie. Donc là, ça en fait 2 quoi. c'est parce que toi, tu imagines que tu as un trépied et que dans ton trépied, si tu en enlèves 2, tu te casses la gueule, sur ton Exactement, tabouret, c'est ça? c'est ça. Eh bien, c'est ce qu'on appelle, Alex, la crise de la trentaine. Voilà et pour resituer, au Futuroscope, après avoir fait, le développement de ce nouveau spectacle, je suis passé, les 3 dernières années, responsable du service spectacle. Je gérais une plus grosse équipe, des plus gros budgets et après s'ajoutaient des événements majeurs où on accueillait en moyenne entre 20 et 25 000 personnes et où j'avais la casquette de chef d'orchestre qui dispatchait l'information partout et qui récupérait les besoins. Je me suis dit à un moment, en juin 2017, j'ai 4 événements majeurs à organiser. J'en ai un chaque week-end sur le mois de juin, dont le concert anniversaire avec un gros partenaire radio. Les 4 événements se sont bien passés, c'est hyper fluide, j'ai géré l'exploitation en parallèle. Je ne vois pas ce que je vais avoir comme possibilité de progrès en plus. Je pense qu'il est temps pour moi d'aller apprendre et d'essayer ailleurs. Ça faisait quand même 10 ans que j'étais au Futuroscope, une entreprise que j'aime beaucoup. Je voulais des possibilités d'évolution dans les autres parcs, malheureusement ça ne s'est pas présenté tout de suite. Donc je postule, sur LinkedIn. Ça correspond aussi à un moment où, moi, dans ma vie perso, je me suis séparé. J'avais été pendant 12 ans en couple et c'était la période parfaite pour tenter un renouveau, pour changer de ville. J'avais beaucoup moins d'attaches, même si j'avais des super potes au Futuroscope et que ça m'embêtait de partir. Mais c'était l'opportunité. Et juste avant de. Donc, je postule à Paris au mois de mai 2017. Et juste au moment où je postule à Paris, je rencontre la personne qui va devenir mon futur mari à Paris. Et du coup, je pense que ça m'aide bien à accélérer Oui, cette bien sûr. transition. Donc, Ouais. j'avais un pilier déjà qui redémarrait bien à Paris. Euh, Cependant, à l'époque, je me dis, et je me rappelle très bien, et je lui dis d'ailleurs, je ne viens pas à Paris pour toi, je viens à Paris
pour moi et je n'habiterai pas avec toi, j'habiterai chez moi. Toi, tu es la cerise sur le gâteau et je suis très content que tu sois là, mais au cas où ça foire, j'ai envie de pouvoir, avoir une vie professionnelle épanouie et de me dire que j'ai pas fait un truc sur un coup de tête. Mmh. Ce qu'il comprend très bien et c'est cool. Il m'aide à m'acclimater un petit peu à Paris et et surtout je passe d'un univers qui est un univers très populaire, qui est l'univers des parcs d'attractions, à un univers qui est un peu plus élitiste, qui est celui de la musique et en particulier à la scène musicale, qui a une programmation qui est quand même dans l'auditorium. Donc pour resituer, la scène musicale est un complexe de salles de spectacle à Paris, avec notamment une scène, grand public, un peu comme un zénith qui fait 4 000 à 6 000 places en fonction de si c'est tout assis ou assis debout, où tu accueilles régulièrement une multitude de concerts. Et tu as une salle un peu plus intimiste qui fait 1 100 personnes, qui elle est plutôt dédiée au jazz et à la musique classique, qui n'est pas du tout mon domaine. Cependant, le directeur général de la scène musicale, il aime bien mon profil atypique. Il aime bien les gens qui viennent des parcs d'attractions parce qu'ils ont une excellente connaissance du parcours client. Ils sont très centrés sur comment satisfaire le visiteur et ils considèrent que je peux apprendre sur le volet découverte des productions parisiennes puisque je suis entouré de personnes qui maîtrisent plus ce sujet. Je vous avoue que ça nous a nécessité des petits ajustements et que moi, on m'a dit tu connais Lang Lang? Non, moi je connais Jack Lang, le ministre de la Culture qui a développé la fête de la musique. Le musicien Lang Lang, sur le moment, je connais pas trop. Par contre, je connais toutes les inversions des coasters et je peux te donner le nombre de coasters qui a le plus de looping au monde. Si tu veux qu'on fasse une bataille de culture générale, on peut y aller. C'est juste qu'elles sont pas dans les mêmes domaines, quoi. Tu vas te Et en calmer, vrai, sinon je te mets dans la tour de la terreur. c'est ça. En vrai, j'en rigole, mais sur le moment, quand tu as un de tes N-1 qui vient te challenger sur ta culture générale musicale et que tu sais, que de toute façon, si tu joues à ce jeu-là, tu vas perdre, c'est assez déstabilisant. Surtout quand tu es plus jeune. Plus tu avances dans l'âge, plus tu te dis que ton boulot en tant que manager, c'est de t'entourer d'experts et de gens qui sont meilleurs que toi dans leur domaine et donc du coup, plus tu avances, plus tu sais que c'est OK et que tu es pas là pour tout savoir et tu as pas besoin d'une autorité de compétence surtout. Mais sur le moment, c'est un peu douloureux. On Ça va pas se s'apprend mentir. sur le tas en plus. Ouais, Et tu choisis pas ton équipe en plus au début, donc ça c'est souvent difficile aussi parce que tu arrives et donc tu as des gens établis, c'est compliqué quoi, il faut faire son je ne choisis pas de mon équipe, toutefois, la scène musicale sort de terre. C'est-à-dire que c'est la salle est en train d'ouvrir, il y a toutes les process et toute la méthodo à mettre en place. Franchement, le directeur général, je m'entendais hyper bien avec lui, c'était vraiment quelqu'un que je trouve professionnellement et humainement génial. J'ai beaucoup appris à leur côté et je pense que c'est une des expériences qui m'a permis aussi, de monter ma boîte aujourd'hui parce que, certes, j'ai la connaissance des parcs d'attractions, mais aussi, grâce à cette étape dans mon parcours, des productions parisiennes, avec le carnet d'adresses et le réseau qui va avec. Et ça, c'était un atout vraiment quand j'ai dû me lancer et quitter mon parc d'attractions, de pouvoir avoir cette diversité en se disant, bah, il n'y a pas que les parcs d'attractions qui vont me faire vivre, mais que je peux aussi potentiellement travailler dans des productions de spectacles avec une multitude de casquettes, que ce soit directeur de production ou directeur artistique. Et c'était quoi ton quotidien, à la scène musicale? Parce que tu as participé à à la gestion de grands événements comme, les Victoires de la musique, la comédie musicale, West Side Story. Qu'est-ce que tu faisais du coup tes missions, hein? Là-bas, j'étais directeur des événements sur la partie loc. La partie loc, c'est les productions qui viennent et qui te disent: «OK, moi j'ai besoin de louer ta salle, est-ce que, elle est dispo de telle date à telle date?» Hem, En fait, si je vais te prendre un exemple concret, ça va être plus simple. Les Victoires de la musique. Les Victoires de la musique, quand ils viennent visiter la scène musicale, du coup, je suis le gars qui les accueille, qui leur montre toutes les salles qu'on a et eux, ils me disent: «Bah, nous, on est, 1 600 personnes en backstage, donc j'ai besoin, de coulisses un peu partout. Il me faut un espace make-up, il me faut un espace, où je vais pouvoir, garder, le bus qui va faire le broadcast, donc la retranscription live. Il faut que, je puisse accueillir tant de souvenirs morts, qu'il faut que j'ai tout mon catering à mettre à tel endroit, il faut que j'ai un bar après. Bref, tu récupères tous leurs besoins et tu t'arranges pour leur faire une proposition pour qu'ils aient suffisamment de place et aussi que ça corresponde à ton planning. Donc, je suis en charge des visites commerciales et du booking. Une fois que tu es d'accord avec ça et que qu'on s'est mis d'accord sur OK, ça passe dans le calendrier et je peux répondre à tous vos besoins, tu passes à la contractualisation. Et du coup, moi, je suis le gars qui récupère les trames de contrat, qui fait les allers-retours et qui fait la proposition commerciale jusqu'à qu'on soit d'accord.
On tamponne. Une fois que c'est tamponné, je suis la porte d'entrée dans l'entonnoir qui récupère tous leurs besoins. Ça veut dire que j'ai besoin de tant de trucs en sécurité, tant de backstage, tant de techniques, tant de restauration, etc. Et moi, comme je le faisais pour les événements au Futuroscope, je vais voir tous les corps de métier en interne à la scène musicale et je leur dis, OK, tant d'agents de sécurité, tant de personnes à l'accueil, tant de restauration, est-ce que ça marche pour vous en interne? Est-ce que vous avez des contraintes? Est-ce que il y a des points de vigilance que je dois apporter aux clients? OK, donc on fait les allers-retours. Et moi, je suis leur interlocuteur unique. C'est pour ça que je parle d'entonnoir avant que ça ressorte. On s'est mis d'accord, on a préparé au maximum tout le dispositif, on a essayé d'anticiper un maximum de choses. Ils arrivent, ils sont là en général pour 15 jours, puisqu'il y a les victoires de la musique que vous voyez à la télé, qui sont plus populaires, mais il y a aussi les victoires de la musique classique. Et à l'époque où j'y étais, on accueillait les deux dans les deux salles qu'on avait. Euh, pendant l'opérationnel, eh bien, tu es là tout le temps. C'est-à-dire que dès qu'ils ont besoin de toi, tu es là et tu réponds à des questions et tu es là pour leur faciliter la vie. Si ils ont envie, par exemple, que l'after il finisse 2 heures plus tard, eh ben, tu vois avec les agents de sécurité si ton after il peut finir 2 heures plus tard. Pendant le live, s'il y a une coupure d'électricité, bah, de toute façon, tu as les équipes techniques qui sont présentes et voilà. Et toi, tu notes bien tout ce que tu rajoutes pour à la fin pouvoir faire le bilan et la facturation en disant rappelez-vous l'after, on a mis 2 heures, like. Ouais, Rappelez-vous, on a rajouté un bar, like. Mais tu le fais valider en live aussi avec une trace écrite à chaque fois. Ouais. OK. Donc Et le donc, téléphone est chauffe, quoi. si je résume, c'est tout ce parcours-là, mais avec entre 100 et 150 locations à l'année, ou alors moins au début, mais plus maintenant, où tu fais visite commerciale, booking, contractualisation, récupération des besoins opérationnels, coordination le jour J et facturation à l'issue. Plus reporting au directeur général. Et c'est eux qui viennent vers toi ou c'est toi qui vas les chercher? Alors ça, c'était un peu compliqué pour moi, dans le sens où quand j'arrive, je connais aucune production parisienne. Le directeur général, Olivier Habert en l'occurrence, lui, il a un très bon réseau et c'est plus lui qui deal avec les productions et qui vient me voir et qui me dit à l'époque, bah voilà, est-ce que tu peux regarder dans le calendrier, on va mettre ça là, et est-ce que cette production-là veut venir, est-ce que tu peux leur faire la visite parce que moi je suis pas dispo. Olivier est un excellent relationnel, excellent commercial, et du coup il arrivait très bien à faire ce contact-là. Et moi j'étais très bon pour dérouler toute la partie opérationnelle derrière, donc je trouve qu'on fonctionnait bien comme ça. C'est le bon binôme, quoi. On parlait de ça tout à l'heure, justement, d'avoir la bonne équipe et de bien savoir Moi, bosser je trouve que dans. quand chacun sait ce qu'il doit faire, c'est hyper fluide. Bah, Je c'est suis ce qui d'accord. marche le mieux, hein. Mmh. Par contre, quand tu as le violoniste qui veut jouer de la batterie, dans l'orchestre, ça fout le bordel, quoi. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il fout lui aussi? Ouais, c'est ça, mais bon, je compare souvent ce qu'on C'est fait un fait kiff, quoi. à Ouais. je compare souvent ce qu'on fait à un orchestre, c'est-à-dire que, bah, tu as le chef d'orchestre qui pilote tout le monde et puis tu as les instruments à cordes, les instruments, enfin, tu vois, tu as toute ta batterie d'instruments et chacun connaît sa partition. Et si effectivement, heu, tu as le violoniste qui veut jouer de la batterie, ça marche pas. Donc si tu as le mec du marketing qui veut faire du terrain, ça marche pas en fait. Chacun son boulot. Bah, c'est ça change tout, en fait, parce qu'après, c'est du grand nawak après. Donc, Après, tu as des surprises, ce qu'on appelle les imprévus que tu gères sur site. en plus des clients, tu dois gérer tes imprévus d'équipe. Et tu as déjà eu des gros imprévus sur la scène musicale où tu te dis: «Oh là là, mais comment je vais faire là? Pas possible. Le gars du marketing, il a déconné là». Alors, j'ai eu des gros imprévus, oui, mais alors déjà, tu es une équipe, hein, et puis quand ça devient des gros imprévus, c'est pas toi qui gères. Je me rappelle sur un concert, l'artiste principal, qui arrivait en avion, il avait chopé un coup de froid, il y avait 4000 personnes dans la salle et du coup, il a pas pu chanter, donc il a fallu aller dire, à toute la salle, que, bah, ça jouerait pas. Pour autant, il a été très élégant, c'est-à-dire qu'il y allait lui-même et qu'il a dit, bah, malheureusement, j'ai chopé un coup de froid, je ne pourrai pas jouer ce soir. Mais ça veut dire que derrière, tu dois gérer toute l'évacuation du public, toutes les plaintes, toutes les contraintes, les gens qui sont venus de Pétaouchnok, bah, qui disent, bah ouais, moi, comment je fais? Je suis venu de Lyon, j'ai payé mon billet de train, j'ai payé mon hôtel. Malheureusement, tu peux rien et tu rembourseras que ça à la place de spectacle, quoi. Mmh. Mais voilà. Du coup, après la scène musicale, tu reviens dans les parcs d'attractions. Cette fois, bah, tu fais, d'ailleurs, au final, tu es resté dans Paris, puisque c'est pas si loin que ça, au final, le parc, Astérix? Ou tu as bougé proche du parc? Déjà, c'est un contexte assez particulier, puisque comme je vous le disais, moi, quand j'étais au Futuroscope, j'avais envie d'évoluer dans un autre parc. Et en fait, j'ai quitté le groupe. Et du coup, là,
Pour la petite info, le Futuroscope et le parc Astérix appartiennent au même groupe qui s'appelle la Compagnie des Alpes. Et du coup, mon ancien boss, qui était au Futuroscope est passé au parc Astérix et du coup, il m'a dit, au bout de 6 mois à peine j'étais arrivé à la scène musicale, il m'a dit: «Hervé, potentiellement, il y a la direction des spectacles qui va se libérer au parc Astérix». Moi, j'étais là: «Vous vous foutez de ma gueule? Ça fait ça fait 4 ans que j'attends une opportunité d'évoluer dans le groupe et il faut que je me casse du groupe pour qu'il y ait une opportunité». Je suis en train de vivre les victoires de la musique, qui est un dossier passionnant. Je leur dis: «Non, les gars, je ne viendrai pas au parc Astérix. On sait très bien que je vais me faire avoir après et que je vais y aller, mais d'abord je dis non et je dis non». Faut se faire désirer, hein. C'est Exactement ce que ça. j'allais dire. Je dis non pour une simple et bonne raison aussi, c'est qu'à l'époque je demande, en tout cas c'est la lecture que j'en ai, à l'époque je demande, qu'est-ce que va être le poste? Le poste, on m'explique qu'il va être 70 opérationnel et 30 création et du coup je me dis que si c'est pour faire la même chose qu'au Futuroscope, bah, c'est pas pour ça que je suis parti, donc je reste, à la scène musicale où là, j'ai la chance de découvrir autre chose, un autre univers. 4 mois plus tard, mon ancien boss, revient, de nouveau me voir. Il me dit: «Voilà Hervé, on a vraiment envie que ce soit toi et bah, en fait, il va certainement y avoir un plan de développement des spectacles, et du coup, ça veut dire que ta part de création sera beaucoup plus importante et tu vas pouvoir mener un programme de développement des spectacles au parc Astérix. Est-ce que ça t'intéresse qu'on en parle?» Je dis: «Bah, déjeunons ensemble». Tu commences là, déjeunons ensemble, c'est foutu! Le piège se referme. Le piège se referme. À l'époque, j'habitais, au sud-ouest de Paris, donc à Issy-les-Moulineaux. C'est à 1 heure et demie du parc Astérix, et du coup, Vincent, qui va devenir mon futur mari, habitait à une station de tram. Quand je lui annonce que je vais aller bosser au parc Astérix, on en parle un peu ensemble. Imaginez son réjouissement. Je déménage donc au nord de Paris, à Saint-Ouen, qui est beaucoup plus pratique pour moi. Et finalement, peu de temps après, il va me rejoindre et déménager avec moi. Donc tout va bien. Mais pour répondre à ta question mobilité, oui, j'ai quand même changé. J'ai déménagé. Et à l'époque, j'étais en coloc, donc je changeais de coloc en coloc pour avoir un peu de superficie, parce que comme je venais de province, on avait l'habitude d'avoir de la place. Et, euh, et du coup, quand j'étais à Saint-Ouen, j'avais la chance d'avoir un appart qui faisait 100 mètres carrés avec une terrasse de 50 mètres carrés, mais on était trois dedans, quoi. Et du coup, là, justement, le fait de relancer, enfin, toute cette part de création, donc c'était pour relancer les shows au parc, c'est ça? Et du coup, comment tu abordes ce nouveau challenge en fait? Alors, tu te retrouves dans ton poste, souvent mon poste, je le divise en 4 points. Tu ne fais pas que de la création. Tu manages les équipes, donc tu as quand même une grosse partie management. Quand j'arrive, ils sont 200. À la fin, quand je pars, on est 600, donc c'est quand même, ça change beaucoup. Parce qu'on réouvre des salles de spectacle aussi. C'est la gestion d'un budget, euh, c'est quand même un gros budget, avec un reporting à la direction qui va avec. La gestion opérationnelle, donc à la fin, quand je pars, tu as l'équivalent de 5 salles de spectacle, et quand tout est ouvert et tout tourne en même temps, avec plusieurs spectacles par jour, c'est l'équivalent de 30 000 sièges par jour à gérer. Et du coup, tu as les créations et développement de spectacles où, sur la période où j'y suis, qui est assez dense, avec les équipes, on développe 2 à 4 créations majeures par an, dont une comédie musicale, une parade de A à Z, un spectacle de performance, des bars clandestins, des maisons hantées, des dîners spectacles, enfin, on y va, quoi, hein, il y en a, quoi. Mais la particularité, c'est ça que je vous disais, la différence avec le Futuroscope et le parc Astérix. Quand j'étais au Futuroscope, en gros, tu avais une boîte de prod qui me disait ça va ressembler à ça va être comme ça. Quand tu arrives au parc Astérix, tu as des experts spectacles autour de toi, donc tu as un responsable du son qui est hyper bon, tu as un directeur technique, tu as une chorégraphe, tu as un metteur en scène, tu as une responsable des costumes, un atelier de création de costumes, etc. Et en fait, ils te regardent en disant, alors on va faire une création, très bien, quelle lumière tu veux, quelle chorégraphie tu veux, quelle mise en scène tu veux, et ils attendent de toi que tu tranches, quoi. Eux, ils font des propositions, mais toi, tu dois trancher. Et moi, au début, j'étais là, bah, les gars, j'ai jamais fait, quoi. Quelle lumière? Bah, je sais pas. Et en fait, c'est le moment où, dans ma vie professionnelle, j'ai senti qu'il allait falloir sortir de sa zone de confort et mettre ses tripes sur la table, quoi. Il va falloir se faire confiance par rapport à tout ce que j'ai vu. Et là, la Compagnie des Alpes, que ce soit au Futuroscope ou au Parc Astérix, m'a toujours laissé un budget pour aller voir énormément de spectacles, énormément de parcs d'attractions. Et en fait, je me suis nourri de tout ce que j'avais vu et je me suis dit, si ça me plaisait, moi je pense que si on construit le spectacle de cette manière-là, ça peut marcher. Alors forcément, tu échanges avec les autres, tu écoutes les avis des gens, mais à la fin, on attend qu'il n'y ait qu'une seule personne qui tranche.
Et cette personne, bah, en l'occurrence au parc Astérix, c'est le responsable du projet, c'est le directeur spectacle. Et ça veut dire que face à la direction, tu t'engages, on te dit, ce spectacle, on va prendre un exemple concret, je savais en arrivant au parc Astérix que le delphinarium allait fermer. Je savais aussi potentiellement qu'il allait falloir renouveler et proposer autre chose. Je savais qu'à l'époque, en arrivant, le delphinarium, c'était la meilleure note des spectacles, 8,6, et que la proposition qui était faite après, ça devait faire un 9 sur 10. Comment je fais un 9 sur 10 et j'assure un 9 sur 10 alors que j'écoute mon intuition? Bah, si t'es pas au rendez-vous, on saura te le dire. Ouais, c'est ça. Donc, donc ça, c'est mine de rien, la pression, elle est là en fait. C'est une pression du résultat et de la réussite. Et une fois de plus, pour y arriver, c'est le même principe que sur les lapins crétins, c'est on y va ensemble et on partage le risque. Et j'ai toujours eu la chance d'avoir une direction au parc Astérix qui partage le risque, qui prend part aux décisions et qui accepte de dire, et je remercie Delphine Ponce pour ça, qui est la directrice générale du parc Astérix, elle te disait, on y va ensemble Hervé, si on se casse la gueule, on se casse la gueule ensemble, si on réussit ensemble. Et elle a joué un rôle déterminant dans, d'une part, les moyens mis sur la table pour pouvoir faire évoluer les spectacles, en faisant suite au travail amorcé par Nicolas Kremer, son prédécesseur, mais aussi dans l'encouragement et dans la dynamique mise en place pour obtenir des résultats. Ouais, si on te met dans ce genre de conditions, ouais, du coup, Ouais, c'est enfin, plus stable. alors il y a toujours des hauts et des bas, hein, il y a des moments où tu es solo le haricot façon de son truc, et là, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Ça marche pas, c'est la merde! Au pire quoi? Au pire, je suis viré. Allez, de toute façon, il faut y aller. Mais, Faut se Au pire, lancer, hein. j'irai jongler sur les quais. mais t'es pas tout seul, t'es entouré. Ouais, je suis nul. J'ai que des modes de terre, je sais jongler qu'à 3, je suis nul. Euh, Mais tu es aussi entouré d'une équipe, une équipe d'experts et de professionnels qui ont des convictions aussi et qui les défendent et qui les mettent en avant et qui ont une exigence, c'est la qualité. Et du coup, ils te poussent à te dépasser et à faire mieux. Et moi, c'est ça que j'ai appris au parc Astérix, c'est comment faire des spectacles de qualité avec les professionnels que j'avais sous la main. Et même si, on va pas vous le mentir, il y a des jours où on s'engueulait, on travaillait toujours pour une seule chose, c'était faire le meilleur spectacle pour le visiteur. C'est le plus important, hein. Une fois que tout le monde fédère autour de ça, Mais des fois, on s'engueulait quand même. Mais c'était cool. ouais, mais c'est normal, c'est la vie en communauté ça, c'est normal. C'est Ouais. ça. Et par exemple, pour une parade, c'est quoi les étapes de la conception de, par exemple, l'idée, le brief à, la sortie devant le public, dehors? Alors du coup, au départ, tu appelles ça modestement le défilé gaulois parce qu'on est comparé forcément à Disneyland Paris, que du coup, on n'a pas forcément les moyens de sortir 10 chars d'un coup. Donc, au départ, en fait, on se dit, et c'est la commande quand j'arrive qui est faite par Sébastien Retailleau, le directeur d'exploitation, c'est Hervé, on va fermer une salle de spectacle, on va utiliser l'enveloppe financière pour aller créer de la vie dans les allées. Nos allées au parc Astérix sont un peu vides d'animation. Euh, on voudrait créer des temps forts. Qu'est-ce que tu nous proposes? Moi, j'arrive du Futuroscope. Je découvre qu'ils ont dans les backstage un char qu'ils utilisent 4 jours par an et une cohérence avec des personnages de bande dessinée. Le truc que je rêve depuis longtemps, je dis, mais vous êtes des malades. On va sortir ce char, on va mettre des personnages de la bande dessinée dessus et on va faire une déambulation là-dessus. Ça va être génial, quoi. Euh, et du coup, ils me disent, non, mais ça marchera jamais. Un pauvre char avec les personnages de la bande dessinée, il n'y aura jamais personne. En plus, ton char, il a une influence viking, les personnages sont gaulois, comment on fait? Donc, on regarde pour à minima, parce que tu n'as pas trop de budget sur un essai, transformer le char. On le met un peu plus aux couleurs printanières, on cache un peu le viking avec un côté un peu plus floral, on met les personnages gaulois dessus, et en fait, les premières sorties, il y a 3, 4, 5 000 personnes qui viennent. On se dit, mais c'est un truc de dingue, en fait, ce qui est en train de se passer. Il faut qu'on aille plus loin. Donc, on commence à se dire, en fait, comment on pourrait imaginer un défilé. À la base, c'était juste une animation dans les idées. Comment on pourrait imaginer créer un défilé? Quel thème pourrait être fort? Donc, tu reprends les bandes dessinées, tu regardes les thèmes qui sont les plus forts, les personnages qui sont les plus emblématiques, tu regardes les albums qui se sont le plus vendus, tu mets ça en parallèle avec les zones dans le parc. Qu'est-ce qui existe comme zone dans le parc? Et assez rapidement, tu ressors l'Égypte, tu ressors Rome, et donc tu as forcément Cléopâtre et Jules César, qui sont les deux premiers chars qu'on crée. On développe ces chars, et au moment de les lancer, bim, Covid dans ta face. Et là, c'est dur. C'est dur, mais ça a été salutaire pour nous parce qu'on a développé ces chars en un temps record. On n'était pas complètement prêts.
Il y a des solutions, qu'on a trouvées après. Exemple de petite question très sympathique: j'ai un char, c'est facile, je sonorise le char. J'ai 3 chars, si je mets 3 sonorisations différentes, comment je fais pour que tout soit ensemble? Ça ne marche pas les gars. Donc je vais devoir sonoriser les allées. Si je dois sonoriser les allées, comment je fais? Pour tirer des câbles, il faut que je crée des tranchées. Si je dois créer ces tranchées, après il faut que je mette des poteaux qui soient intégrés. Quitte à faire des poteaux intégrés, autant que j'y mette le son et la lumière. Donc il faut que je design tout ça et après est-ce que ça suffit d'avoir uniquement le son dans les allées? Est-ce que ça va être, suffisamment qualitatif? Sachant que la parade fonctionne 2 jours en saison, mais également de nuit à Halloween et de nuit à Noël derrière. Au départ, on pense un défilé qui est prévu uniquement pour l'été et après on se rend compte en fonction du succès qu'on va devoir, du coup le développer pour Halloween et Noël. Donc les 2 premiers chars qu'on développe, on les fait uniquement pour la saison d'été et on va devoir revenir derrière pour les transformer pour Halloween et Noël. Et à l'inverse, les 3 chars qui suivent, puisque le char Golan, on l'a refait. Le char, on a fait la thématique donc Rome, Égypte, Gaule. On a ajouté l'univers des pirates et on a fini par l'Hispanie. Hem et du coup, les chars d'après, on les a pensés pour avoir un seul char, mais des accessoires qui changent à l'intérieur. Par exemple, sur le char gaulois, on a mis un énorme menhir. Ce menhir à Halloween, on l'enlève, on le remplace par un symbole de la mort avec une énorme faux. Toutes les rambardes qui sont en bois, elles changent et deviennent à influence métallique. On avait mis des toiles tissées sur les latéraux, on les enlève et en fait, on avait anticipé de mettre des prisons en dessous. Donc du coup, on voit les cages de la prison. Donc voilà, on pense d'abord en C'est termes de... modulable. Ouais, ça doit être modulable. Et comment on développe un char? Donc on doit penser quelle influence? Quel dessin? Ensuite, c'est la même chose que pour les personnages, des lapins crétins, c'est quelles contraintes d'exploitation? Bah, Obélix, il a une mobilité limitée, donc il a des grands pieds, donc on doit adapter les tailles de marche. On doit créer des escaliers spécifiques qui lui permettent d'aller sur une plateforme qui va à 4 mètres de haut. Si on doit mettre Idéfix qui est un vrai chien, bah, il faut qu'il ait, une possibilité d'ombrage, il faut qu'il ait, la possibilité potentiellement d'avoir de l'eau, d'avoir quelque chose de réfrigéré sous ses pieds. Si ça doit être polyvalent, bah, comment on va faire pour transformer tous les accessoires? Où est-ce qu'on va intégrer la sonorisation? Où est-ce qu'on va intégrer les lumières? Et là, une fois de plus, tu deviens chef d'orchestre sur ton projet et tu travailles avec les différents corps de métier pour que les besoins de personne ne soient jamais oubliés. Et si tu en oublies à la fin, tu le sais rapidement. Ah tiens, Obélix est tombé de la plateforme. Ah Peut-être ouais. qu'on avait Non, oublié c'était un truc. plus, tu ne m'as pas mis de son ici. Comment je fais pour avoir du son? Ah, merde. Donc il faut que je casse mon décor et que je remette un truc. Voilà, c'est plutôt ça. Et vous faites des tests quand même avant la sortie au public ou enfin en Alors, interne quoi? oui, on fait des tests et heureusement, parce que à Disney, les allées du parc ont été pensées pour que les chars y passent. Au parc Astérix, pas du tout. Donc, quand on essaye de passer partout, ah bah là, il y a un massif, les gars, ça passera pas. On est une semaine avant l'ouverture, comment on en fait? Eh ben, t'appelles les espaces verts, tu défonces le massif, tu défonces les rochers, tu refais le passage et tu refais la voirie en une semaine. Parce que tu sais que ton char, il doit sortir. Ouais, ouais, ouais. Ça coûte moins cher de refaire le char que de de refaire le massif là? Ça coûte moins cher de refaire la massif que de refaire le char, en Oui effet, ouais. voilà, oui, l'inverse. Exactement et du coup, pareil, tu dois élaguer des arbres sur ton parcours, tu dois faire des tests aussi parce que, bah, c'est la première fois que tu as des conducteurs de chars, qui est un nouveau métier dans le parc. Du coup, ces gens, tu dois les former et c'est une grosse responsabilité parce que c'est pas évident. Tu dois avoir une conduite qui est fluide, tu transportes des personnes qui ont une visibilité limitée, donc si tu mets un à-coup, bah, tu as tout le char qui fait: «Wow!» Ouais, qui tangue un peu, quoi Ça et fait c'est pas partie de la très danse. c'est ça, la pas tellement, sécurité, mais Bah voilà voilà, quoi. hi-fi quoi. donc, tu te poses des questions. Est-ce que, du coup, il y en a qui sont dans des positions à risque? Est-ce qu'on doit les accrocher? Si on les accroche, comment on intègre les accroches dans les costumes? En fait, c'est que des questions, à la fois avec un mélange de technique et d'artistique où tu dois limiter l'impact visuel en assurant la sécurité des gens. Quelle chorégraphie on met en place? Et après, tu en viens même à créer des musiques originales. Donc on s'est retrouvés, pour Noël, à créer une musique originale qui est Le Père Noël rêve de potions. Donc, tu fais appel à un compositeur et un auteur, tu te retrouves dans un studio d'enregistrement et moi, c'était la première fois où je me retrouvais avec 18 musiciens face à moi, où, ils découvrent la partition, tu leur donnes la partition et en fait, c'est comme s'ils lisaient un livre, tu vois? Ça marche tout de suite. Donc ils démarrent tous ensemble et ça démarre tout de suite et moi, j'étais fasciné par ça.
je connaissais pas cet univers. En Donc même temps, ça, c'est fou, hein. ouais, et en fait, j'ai découvert tellement de choses, c'était mais passionnant. Faire des projets au parc Astérix, c'était passionnant. J'ai adoré cette période, à tel point que, on le voit, ce qui m'a le plus fasciné, c'est les développements de projets. L'exploitation, bah, faire tourner les spectacles, c'était cool. J'ai surtout recruté et formé quelqu'un pour qu'il puisse monter en compétences et le faire avec moi, puis le faire à ma place, pour moi me consacrer au projet. Et j'ai tellement aimé les projets, et en particulier la comédie musicale sur laquelle j'ai terminé, et c'était mon dernier projet au parc Astérix, C'est du que je me suis... délire. Ouais, c'est du délire. Que bah, je me suis dit, en fait, j'ai pas envie de m'arrêter en si bon chemin. Et c'est ça, entre autres, qui va m'aider à prendre la décision de je quitte le parc Astérix. C'était trop bien, du coup, je me casse. C'était pas c'était trop bien, du coup je me casse. C'est Non, mais je plaisante. en fait, il y avait un programme de développement de 6 ans qui était signé avec la direction. Je suis resté 6 ans, j'ai fait tout le programme de développement. On arrivait à la fin de ces 6 ans, se posait une question: est-ce que tu veux retourner en opérationnel et refaire un peu ce que tu faisais déjà au Futuroscope, et bah, là tu te retrouves à faire la même chose, et c'est chouette. Et il y aura toujours des projets, mais un peu plus à la marge, c'est-à-dire faire des maisons hantées ou faire des zones, mais c'est plus petit, c'est pas aussi grisant qu'un énorme projet ou une énorme transformation de salle ou une création de spectacle de A à Z. Et c'est totalement OK. Et du coup, il y a des gens qui adorent faire le volet opérationnel. Moi, j'arrive à une étape professionnelle de ma carrière où je pense que j'avais envie de prendre plus de risques et d'apprendre plus sur la production de spectacles. Et donc, j'ai choisi de me dire, je veux quitter le parc Astérix à un moment où je suis en haut de la vague, et je veux essayer de monter ma propre entreprise de production de spectacle. On verra si ça marche. Et puis au pire, si ça ne marche pas, j'aurai pas le regret de ne pas avoir tenté, et je pourrais retourner dans le salariat et retrouver un boulot. Et c'est comme ça que Live Show Factory est né. Ça fait sens parce que quand tu es arrivé à Astérix, comme tu disais tout à l'heure, tu es arrivé, on t'a dit: «OK, ben, quelle lumière tu veux? Quel, truc tu veux?» et tu es en mode, «Oh, c'est hyper challengeant» et en fait, tu étais arrivé au bout de ces 6 ans où, bah, voilà, tu avais vu tout ça, tu gérais et du coup, tu avais envie de retomber justement dans ce challenge, je pense. Oui, alors après, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur la création de spectacles, mais ça fait sens, mais ça fout la pétoche, hein, on va pas Oui, se c'est mentir. normal. T'es dans un poste qui est confortable, avec un bon salaire, tu as une voiture de fonction, tu as de l'intéressement, de la participation, tu peux aller visiter tous les parcs que tu veux, tu peux aller voir tous les spectacles que C'est tu veux sans confort, ouais. payer. C'est quand même assez confort, et quitter ça, redémarrer à zéro, avoir aucune assurance de salaire, ne plus avoir de véhicule de fonction, payer toutes tes places de spectacle. Hem Et bah, tu es tout seul alors que tu avais toute une équipe. Il faut Mmh. reconstruire les équipes en fonction des projets. C'est un pari qui est, audacieux, et moi, dans mon entourage, au début, tout le monde n'a pas compris. Hem, mais moi, je me suis dit, et là, on arrive, Alex, sur ma deuxième crise, qui est la crise de la quarantaine, du coup, Ça arrive. Moi, heu je l'ai fait aussi. et je me suis dit, bah, c'est la période où je vais essayer de monter ma propre entreprise, parce que je pense qu'après ce sera trop tard et je le ferai plus. Et c'est aussi, la période où j'ai mon premier enfant. Donc là, c'est l'année des 40 ans, c'est une nouvelle boîte et un enfant. Et c'est le Toujours 2 trucs, bordel! On va pas se mentir. toujours 2 gros Ouais, trucs en même temps, quoi. toujours, C'est, «Et Toujours 2 si je gros toujours. trucs foutais en le même temps. bordel dans ma C'est vie?» bien le bordel, mais c'est cool, et je regrette absolument pas mes choix. Et du coup, quand aujourd'hui on me dit: «Hervé, ça va, tu le vis bien ta quarantaine?» Bah, en fait, je le vis super bien, le côté d'avoir 40 ans, parce que j'ai justement ces 2 défis, qui amorcent une nouvelle dizaine. C'est une dizaine où je dois construire et développer mon entreprise, du moins essayer pour voir si ça marche, mais c'est plutôt en très bonne voie et je suis très content. Et tester la parentalité, et là aussi, c'est trop, trop cool. Je suis complètement gâteau. C'est, terrible de se découvrir, aussi, à la merci de son enfant, même si, il y a des règles, faut pas déconner. Voilà. Ouais. Moi, j'apprends la négociation avec mes enfants. Tu vois, c'est pas à l'école ou au boulot, moi, que je l'apprends. C'est la négociation avec les enfants. Je te dis que non. Ok, c'est pas grave. Tu peux mettre deux chaussures différentes. Je ne négocie pas avec les terroristes! Ouais, il a Exactement. 6 mois. Il a 6 mois, il parle pas encore, donc ça va. Ah oui. Moi, Ah c'est ça va, tu un ouais. petit peu de marge. Moi, je Moi, lui c'est demande beaucoup mieux. d'arrêter d'arracher la plante, tu vois? «Lâche Ah, la plante, c'est interdit!» ok. Prends la plante. Tu vois, il m'écoute. Mais alors, du coup, l'entrepreneuriat, donc, comment le processus se passe? Comment ça se passe, alors, le choix, je comprends bien. Mais du coup, lancer sa boîte, ça prend du temps.
et ça prend c'est un processus quoi, de mettre, le business plan, est-ce que anticiper si ça va marcher ou pas, faire des modèles financiers et cetera. Comment tu as fait tout ça, en fait? Je me suis pas posé autant de questions que ça. J'ai pas fait de business plan, je te le dis tout de suite. OK. Mais je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, moi j'annonce, mon départ en janvier du parc Astérix et je sors des effectifs début juin. Du coup, on se met d'accord avec, Delphine Pons qui a la gentillesse de me dire, on partage nos objectifs. C'est-à-dire mon objectif, c'était d'aller au bout du programme de développement qui terminait grosso modo en mars et de faire une passation après pendant 3 mois avec les équipes et on se dit: «Bah, du coup, comme je vais au bout du programme de développement, que je plante pas les projets et que je pars en finissant correctement, bah, elle a la gentillesse et la délicatesse de me mettre en avant et de me faire une plateforme de lancement pour ma boîte qui me donne énormément de visibilité au moment du lancement». Donc du coup, je profite des 3 derniers mois où je suis au parc Astérix, bah, pour inviter énormément de monde voir mon travail des productions parisiennes et je commence déjà dans les 3 derniers mois à relancer mon réseau et à expliquer que je vais me mettre sur le marché du travail. Je sors des effectifs en juin, je n'ai pas fait de business plan. Pourquoi? Parce que j'ai pas de charge. C'est-à-dire que, comme tout créateur d'entreprise, au début, j'ai la chance d'avoir des aides pour, lancer mon entreprise, donc j'ai pas besoin de me verser de salaire. Je travaille de chez moi, je monte pas une boulangerie, donc j'ai pas besoin d'acheter des locaux, j'ai pas besoin d'acheter du matériel, hein. Je n'ai que moi. J'ai mes économies aussi, qui me permettent, potentiellement d'assurer la chose. En gros, je sais que je peux vivre quoi qu'il advienne. Je suis en juin 2024 jusqu'en avril 2026, tout va bien, je suis couvert. Donc j'ai jusqu'en avril 2026 pour voir si mon projet il est rentable et si ça peut marcher. Assez rapidement, je sors en juin 2024 et on est au moment des JO. Il y a beaucoup de personnes qui sont prises et j'ai un de mes anciens contacts de la scène musicale qui me dit bah voilà, je suis désormais directeur des productions chez Playtoo. Je vais avoir besoin d'un coup de main et potentiellement d'un directeur de production. Est-ce que toi, ça t'intéresse? Si tu veux, on démarre ensemble. Le temps que tu te remettes d'aplomb sur le côté tournée que tu connais moins, bah, tu fais un petit projet et après, si ça se passe bien, je te mets sur un plus gros projet. Laisse-moi réfléchir. Et je dis, bah moi, ça m'intéresse. Laisse-moi réfléchir, me dit-il. Je regarde sur quel projet je peux te mettre et après, je reviens vers toi. Il se trouve que ça n'a pas été un petit projet puisque dès le départ, j'ai été mis sur la tournée de Dajou et Taïk, qui est quand même une tournée où il y a 10 smirmores morts, il y a 60 personnes en backstage, il y a une tournée des Zéniths avec 10 à 15 000 personnes par soir. Le projet était déjà préconstruit, il y avait déjà eu un travail qui avait été fait à la scène musicale et c'était majoritairement du suivi, donc c'était plutôt confortable pour moi, mais ça m'a permis de me remettre parfaitement dans les codes des tournées et de me remettre au goût du jour. Après, je t'avoue qu'au départ, quand il faut réanalyser un coup plateau, connaître les coûts moyens d'un plan de lumière, d'un plan de son, enfin moi j'étais un peu paumé. Heureusement, j'avais un directeur technique. Une fois de plus, j'étais entouré d'experts qui connaissaient bien leur sujet et tu t'abreuves de leur savoir, quoi. Tu avais un Mmh. excellent tour manager, tu avais une excellente régie artiste, tu avais une excellente chargée de prod et un excellent directeur technique. Et toi, bah, tu ne peux que essayer de leur faciliter la vie. Et, moi, là, je suis vraiment un buvard, quoi. C'est-à-dire que tout ce que je peux prendre comme connaissance, j'apprends énormément. Je me suis dit aussi que j'allais beaucoup travailler dans les parcs d'attractions quand j'allais me lancer. Pas du tout, mais alors, pas du tout. C'est-à-dire que là où je comptais le plus travailler, la première année, c'est là où j'ai le moins travaillé. Je m'explique. Pour le coup, les parcs d'attractions ont beaucoup de ressources en interne. Donc, quand je suis sorti Mmh. des effectifs, bah, le parc Astérix, c'est normal, il a besoin de faire une césure. Tu vas pas y retourner tout de suite. Donc, avant 2 ans après ta sortie, tu t'y retravailles pas et c'est normal. Euh, et puis après, les autres parcs, bah, faut que tu apprennes à te faire connaître des autres parcs, le temps qu'ils te fassent confiance, qu'on développe des projets, que tu t'inscrives dans les appels d'offres et tout, bah, ça met du temps, quoi. Et donc, je découvre à ce moment-là que je peux travailler un peu plus dans les productions de spectacles. J'intègre la tournée d'Adjotech, comme je te le disais. Je travaille beaucoup avec l'université de Lille, où je fais beaucoup de conseils en scénographie parce qu'ils développent pas mal de spectacles. Euh, et, euh, et je développe avec un investisseur, je monte avec lui des projets et je l'aide à structurer son offre. Et j'ai aussi, donc ça c'est mes 2 premiers corps de métier, on va dire, travailler dans les parcs et travailler avec des productions parisiennes. Et je développe un troisième corde à mon arc. En fait,
Théo Béag et Adrien, Marielle qui, eux, ont un escape game à Paris. Ils sont en train de développer leur troisième salle. Ils ont des petits soucis avec leur boîte de décor actuelle. Et à chaque fois que je vais les voir, ils me disent: «Ah putain, c'est la merde, on sait pas comment faire, notre chantier, il avance pas et tout». Je dis: «Bah, en fait, qu'est-ce qui se passe les gars?» Il me dit: «Bah, en fait, on a encore ça à faire et la boîte de décor, on n'arrive plus à les faire venir comme on le souhaiterait». Je dis: «OK, vas-y, donne-moi la liste de ce qu'il te reste à faire. Je vais t'aider à le faire. Je vais te finir ton chantier. Au moins, ça te filera un coup de main et moi, ça me fait bosser, c'est cool, j'ai le temps de le faire, quoi». Et en fait, ça, je monte une équipe d'intermittents du spectacle et je m'occupe de faire la direction artistique du projet. C'est-à-dire que je fais avancer ces décors, je vais les voir, je leur dis: «OK, est-ce que c'est comme tu veux? Oui, non, on refait pas», et cetera. Mais ça leur enlève de leur charge mentale le côté les décors doivent être finis et ils peuvent se concentrer sur le reste de leur expérience, de leur escape game. Et Oui. ça se passe tellement bien, qu'ils me font une super promo et en fait, ils me mettent en avant sur le marché des constructeurs de décors pour les escape games. Donc en fait, j'ai cette troisième corde à mon arc qui est faire des décors pour les escape games désormais. Là, j'ai travaillé sur un gros projet avec, la Loc Academy qui devrait voir le jour début 2026, mais ils vont commencer à communiquer dessus début octobre. Donc on a fait un très gros truc et je suis très fier de ce que j'ai fait, avec les équipes dedans. Donc ça, nouvelle corde à mon arc et c'est plutôt cool et des décors, j'en fais aussi, l'université de Lille. Des fois, ils me disent: «Hervé, je fais un défilé de mode, j'ai besoin que tu me fasses des gros accessoires, est-ce que tu peux me les faire? Hervé, je fais une comédie musicale, est-ce que tu peux me faire ça?» Heu Oui, heu, donc du coup, ça va au-delà de l'escape game, quoi. Ça, maintenant, ça va prendre une part plus grande même dans ton business global, quoi. ouais, c'est vraiment la réalisation de décors et la quatrième partie, c'est, les événementiels purs et durs, avec, par exemple, tu as une grosse boîte, qui veut faire une soirée à thème, par exemple l'Orient Express. Et du coup, ils vont développer avec une boîte de décors le thème de leur soirée, sauf qu'à un moment, ils ont besoin d'aller plus loin pour rendre l'expérience immersive. Donc, ils vont chercher un directeur artistique qui va leur proposer une mise en lumière spécifique, une bande son spécifique, qui va faire une proposition avec des costumes intégrés sur l'ensemble du personnel, qui va leur proposer des prestations artistiques circassiennes en lien avec la thématique. Exemple, je vais dessiner, imaginer une pile de valise et en haut de la pile de valise, tu vas avoir une valise qui va s'ouvrir, un contorsionniste qui va en sortir et qui va commencer son numéro. Ou tu vas avoir le portant des valises de l'hôtel avec le groom qui arrive et en fait, le porte-valise va devenir un agrès aérien avec un numéro qui va s'élancer en l'air, par exemple. Ah, et s'ajoute depuis récemment une cinquième corde à mon arc qui est donner des cours dans les écoles puisque je suis également, depuis peu, intervenant, dans une école aussi, une autre école à Lille et à partir de janvier, je fais le module de direction artistique en tant que prof, ce qui est terrorisant pour moi, parce que je ne me sens pas parfaitement légitime. Mais voilà, ça c'était vraiment pour, les 6 premiers mois, la première année et depuis là, je travaille en marque blanche pour une grosse boîte de décors qui s'appelle FX Cube. Je développe des concepts de maisons hantées pour eux et du coup, je fais à la fois les concepts, la pré-production et un peu du suivi de chantier. Donc là, j'en ai 2 qui vont sortir au mois d'octobre. J'ai fait une musique originale pour le parc Astérix, donc on est repassé en studio sur une musique qui devrait sortir sur les plateformes bientôt. Je travaille aussi avec une autre boîte de production qui est en train de sortir une tournée des Zéniths avec son spectacle. Et ils avaient besoin de quelqu'un en coordinateur artistique, puis en régisseur général. Donc c'est pareil, je file un coup de main. Donc tu vois, il y a beaucoup de projets qui se développent au fur et à Oui, oui. mesure. Et, et moi, aujourd'hui, je suis tout seul, mais j'embauche des freelances où je vais monter une équipe d'intermittents du spectacle pour, euh, pour pouvoir répondre au projet à chaque fois. Mais pour revenir un peu au début de ta question, qu'est-ce que j'ai fait au début? Bah, j'en ai aussi profité pour faire mon site web, pour obtenir la licence de producteur de spectacle les catégories 2 et 3, pour Ah, il faut structurer une un peu. licence pour ça? Il faut une licence pour embaucher des intermittents du spectacle. OK. Et donc, tu dois prouver que tu as déjà travaillé dans le spectacle, que tu as des diplômes, que tu as, etc. Voilà. Moi, ça, j'avais tout ça, donc c'est allé assez vite. Et du coup, bah, tu fais tout ce qui est, tout ce qui doit structurer, tu montes ton compte bancaire, tu t'arranges pour avoir ta Mmh. carte, et 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 moi, j'avais énormément de mal à me dire: «Comment j'évalue que ma boîte, elle est rentable? Comment j'évalue, que je fais suffisamment de chiffre d'affaires? Quel est le bon coût auquel je dois me vendre en forfait jour pour, me dire que, c'est le bon tarif? Comment je me positionne sur le marché?» et et c'est et tu es Beaucoup de là, questions des stressantes là. ouais, des fois, c'est démotivant parce que tu es là, «J'y arriverai jamais», et au bout d'un Mmh. moment, tu es là: «Hervé, ta gueule, bosse,
avance et c'est à la fin de la foire qu'on compte les boosts, quoi. Tu verras si tu as atteint ton résultat. Expression de campagnard, vous m'excuserez, mais on renie pas ses origines. Exactement. Hem, mais j'ai eu énormément de mal à évaluer ça et du coup, ce que j'ai fait au bout d'un moment, c'est que je me suis dit: Hem, si je dois me verser un salaire sur une année complète, combien il me faut de trésorerie dans la boîte pour, que ça marche? On est actuellement donc je me suis posé cette question en mars 2025, on arrivait quasiment à 8-10 mois de la boîte et je me suis dit: «OK, pour atteindre cet objectif-là, il faut que j'ai tant». Très bien. Pour atteindre cet objectif, j'ai encore X jours à réaliser. Pour réaliser ces jours, allez, tu fais ton petit tableau avec ta courbe de croissance là, comme dans les films et puis tu montes, à chaque fois, ton nombre de jours vendus et si tu arrives en haut de ta courbe, à fin 2025, bah, c'est que c'est bon et que tu as atteint l'objectif et si tu es au-delà de l'objectif et ben, c'est que, tout va bien. Et là, je vais avoir mon bilan en septembre, je suis quasiment à l'objectif que je me suis fixé. Il reste 3 mois derrière. Donc je me dis que cet objectif factuel me permet d'identifier ma réussite et d'être un peu plus serein, là où avant, j'avais plus ce côté: «Prends un maximum de projets, prends un maximum de trucs pour que ce soit absolument rentable» et je me noyais un peu parce que, je prenais tellement de trucs que, j'avais du mal à les faire tous correctement. Là, on est dans une phase en ce moment où j'ai pris beaucoup de trucs et il faut que ça bosse, quoi. Le mois d'août, ça a juillet-août, ça a pas chômé les gars. Ouais, ouais. Là, quand tu as fait la liste, je me suis dit: «Waouh, ça fait beaucoup, quoi». C'est Ouais, comment tu c'est arrives à clair. gérer tout ça ou comment tu arrives à dormir, quoi, tu vois? Surtout avec un enfant qui vient arriver, Le parc Astérix, c'est une très, très bonne école dans le sens où, je devais gérer à la fois, une énorme équipe de 600 personnes, un budget de, 7 000 000 par an en opérationnel et de 35 millions sur un plan de développement. Je devais gérer, 30 000 sièges opérationnels par jour et 2 à 4 créations par an, dont, certaines à 4 millions d'euros sur, 3 ans répartis, quoi. Et quand tu as fait ça et que tu as l'impression que tu te concentres que sur tes projets, bah, en fait, ça va en vrai. Avant, j'avais l'impression que je travaillais de 8 heures à 21 heures tous les jours. Aujourd'hui, en vrai, j'arrive à intégrer, 3 séances de sport par semaine et à m'occuper de mon fils et aller le chercher à 18h30, 2 à 3 soirs par semaine puisqu'on se partage, ces tâches-là avec mon mari, quoi. ouais. Ouais, Ouais, c'est donc tu cool. arrives à quand même avoir un équilibre de vie qui est sain, quoi. Je Mmh. le cherche encore, en vrai, parce que j'ai toujours cette habitude de vraiment charger la barque en boulot et parce que j'ai envie de me prouver à moi-même que je peux réussir, pour être totalement honnête. Mais il faudrait peut-être que je trouve un peu plus cette balance. Je suis un peu partagé dans cette première année parce que tu sais, c'est une année de lancement. Alors elle est Ouais, c'est passée le une année de début, ouais. lancement d'ailleurs, ça fait Bah, 1 oui. an et 2 mois, heu, mais tu te dis, «Si je bosse, ça peut marcher, donc bosse, quoi». Faut juste pas s'oublier dans l'équation. Ouais. Parce que plus tu te reposes de toute façon et plus tu es productif, moi je vois quand je suis fatiguée, j'ai aucune, production qui sort, quoi. Alors que si tu es reposé, tu es bien entouré, c'est clair, ton chemin il est clair, c'est Moi, ce qui me met dedans, c'est les déplacements. C'est-à-dire que quand je suis chez moi, j'arrive bien à gérer ma barque, j'arrive à gérer mon timing et puis, tu sais, tu as plus toutes les réunions inutiles, tu as plus, tous les gens qui viennent parler à ton bureau, donc en fait, tu es hyper efficace. Ouais, c'est ça. Mais quand tu ajoutes des déplacements où tu te retrouves à parler des gens jusqu'à 2 heures du mat et que tu dois enchaîner à 8 le lendemain, moi, je suis une vieille personne. Je veux dire, il me faut 7 heures de sommeil. J'ai la chance Moi, d'avoir je un peux plus fils qui faire a ça non compris plus, hein. j'ai un fils qui a compris ça, il est adorable, il a 6 mois, il dort de 19h30 à 7 heures le matin. Je l'aime très waouh! fort. Les gens me Ah ouais. détestent, bon, il a des Je petites fais pas je exceptions, fais partie de ces rassurez-vous. gens-là, hein. Il me déteste? Oui. Bah, moi, les miens, ils ont pas dormi, surtout le deuxième, il a pas dormi avant 1 an, hein, donc Oh toute là la là. nuit, donc c'était rude. À nous, à 1 mois et demi, il dormait de 21 heures à 5 heures. Ça c'est beau. Ouais, ça c'est beau. Ouais. Moi, à 3 heures du matin, je faisais tu sais, la danse comme ça dans l'appartement, Bah et tu sais qu'au début, je pouvais parce que toujours dans cette volonté de bien faire, je pense que j'ai le syndrome du bon élève. J'étais là, je peux réussir à endormir mon fils tout seul, je peux réussir donc en fait, tu es en train de t'énerver avec ton fils dans les bras, c'est ridicule, hein. Tu essayes pendant 45 minutes de le calmer et au bout d'un moment, ton mec en a marre, donc il se lève, il le prend et vu qu'il a la gueule dans le cul, en 5 minutes, il s'endort parce que lui, il est calme. Donc en fait, moi, j'ai compris ça, je lui dis: «J'arrive pas, je suis en train de m'énerver, tiens, je te le file» et à l'inverse, ça marche aussi dans l'autre sens, quand tu es calme et que lui, il est vénère et en fait, ça marche plutôt bien, hein, tu apprends à te connaître du coup. ah oui, tu m'étonnes, ouais, ça tu apprends tes limites après. Ouais, ouais, Les c'est ça. enfants sont des éponges. C'est ça.
On a dévié un peu du sujet professionnel, mais j'espère en Mais tout ça cas fait que Non, mais ça partie c'est du répond truc, important, hein. ça fait partie, bah oui, vu que tu es en indépendant, c'est super important mais en et fait, le côté indépendant, ça c'est super cool parce que, tu as des vaccins tous les mois au début et quand il faut, bloquer, 2 heures dans ton agenda pour aller chez le médecin et ça pose pas de problème et tu as pas à justifier quoi que ce soit à qui que ce soit. Ça c'est cool, là où mon mari a un job qui est un peu plus, en entreprise avec des contraintes, bah, en fait, avoir un enfant et faire ce choix-là d'être indépendant, c'était aussi un projet de vie parce qu'on savait qu'on allait avoir un enfant et que j'avais besoin de cette flexibilité-là. Quand j'étais au parc Astérix avec la route que j'avais, c'était impossible pour moi d'être là avant, 20h30 à la maison. Allez, 19h30 au maximum. Mon enfant, au plus tard à 18h15, faut aller le chercher et encore, c'est des grosses amplitudes quand tu le mets, de 8h30 à 18h30 en garde, quoi. Ouais, puis le soir, tu le vois pas vraiment. Parce que bon, le dodo arrive vite, quoi. Donc, du coup, Ouais, beh, alors que là, tu vas le chercher à 18h et du coup, tu as le temps de te lever à 18h, à 19h30, 20h, le temps qu'il s'endorme et puis, exactement. tu as les matins avec lui aussi donc et les week-ends! ouais, chose qu'on n'a pas toujours en entreprise, hein. Oui et c'est vrai qu'en parc C'est du d'attractions, moi, je luxe. travaillais tous les samedis, Ah oui, voire au c'est début ça. les samedis et les dimanches, mais plus tu montes, plus tu peux choisir. Ouais. Il y a ses avantages et ses inconvénients. C'est ça. Exactement. Et du coup, on a vu qu'il y avait, pas mal d'évolutions dans le spectacle vivant ou même les parcs d'attractions. Est-ce que, tu penses que, enfin, quelles sont les tendances, actuelles et à venir pour la création de shows? Est-ce que tu penses que, par exemple, l'IA serait une possibilité pour les shows ou d'autres, technologies, dans le genre? Alors il y a une question et une sous-question. Heu Moi, je considère que, l'avenir des spectacles, c'est de continuer à placer l'humain au centre du spectacle. C'est de faire vivre des émotions aux gens et c'est de les emmener dans des expériences les plus immersives possibles. Parce qu'on est dans un monde où on est, hyper connecté tout le temps, hyper sollicité tout le temps et moi, j'ai juste envie d'accorder une bulle de rêve aux gens où, comme dans les parcs d'attractions, je les déconnecte de leur quotidien et je les autorise à rêver, à lâcher leur téléphone autant que faire se peut. Je considère que c'est ça, l'avenir des spectacles et à l'époque, on voulait plus, posséder, c'est-à-dire qu'on mettait je trouve qu'on mettait de plus en plus de l'argent dans les vêtements. Tu étais prêt à mettre 500 000 balles quand tu avais les moyens de le faire, ce qui n'a Mmh. jamais été mon cas, dans une veste. Aujourd'hui, on est plus prêt à mettre de l'argent dans un ticket de festival, parce qu'on a envie de vivre une expérience, le mood festival ou dans un escape game qui va être peut-être un peu plus cher ou dans un parc d'attractions ou dans un week-end, spa avec tes potes pour vivre un moment. Et du coup, je considère que l'avenir, il est plutôt dans cette façon de créer des souvenirs aux gens. Et pour y parvenir, pour moi, l'IA est un outil à utiliser avec parcimonie, mais je considère que si tu prends, il y a un virage à prendre quand même, et que ce virage, il faut le prendre maintenant. On va pas se mentir, en étant tout seul, j'ai appris à utiliser l'IA pour qu'elle serve mon propos. C'est-à-dire que je ne peux pas, au départ, je ne peux pas me permettre de travailler tout le temps avec des concept designers et que des fois, quand tu fais un pitch gratuit et que tu veux juste illustrer ton propos avec Midjourney par exemple, bah, c'est Mmh. assez pratique. Par contre, dès qu'on rentre dans une phase de développement et qu'on a besoin de visuels beaucoup plus précis, je travaillerai toujours avec des concept designers pour qu'ils puissent aller transcrire totalement mon intention artistique. Parfois également, je vais gagner du temps quand je vais chercher une information juridique précise en débroussaillant le sujet avec ChatGPT et en vérifiant avec mes avocats derrière, parce que tes avocats, ils sont payés à l'heure, là où quand tu arrives avec une trame déjà établie, où, ils peuvent plus te challenger. Pour moi, c'est un outil sur lequel tu dois apporter une vérification, mais ça permet quand même de gagner du temps. Ouais, En c'est comme un particulier. assistant, quoi. Aujourd'hui, moi, je l'utilise comme ça et seulement comme ça. Il y en a qui vont l'utiliser beaucoup mieux et beaucoup plus. Euh, j'ai un peu de mal parce que j'ai envie de défendre le côté artistique et que j'ai énormément de contacts et d'amis artistes avec la musique faite par l'IA ou les voix off faites par l'IA. Du coup, bah, je préfère toujours faire travailler un artiste et j'ai plutôt envie de défendre ça parce que des artistes, ils vont pas être si chers que ça, peut-être un peu, mais pas tant que ça. Et ils vont faire un travail de dingue avec des nuances et une adaptation. Euh, Peut-être que j'ai tort, je sais pas, l'avenir nous le dira. Mais aujourd'hui, c'est un peu. Je fais du spectacle vivant parce qu'on est en contact avec des gens. Et je pense que ce serait beaucoup moins intéressant si j'avais pas cette dimension humaine avec les gens. Voilà. Donc j'ai envie de promouvoir ça.
Il y a vivant, C'est quoi, ça. dedans, donc Et c'est Ouais, aussi c'est pour ça. ça que quand un spectacle il est uniquement technologique, c'est un peu moins ma came. Par mmh. exemple, un spectacle nocturne uniquement technologique dans un parc d'attractions sur lequel il y a pas d'humains, je pense que je suis un peu moins bon là-dessus puisque je suis pas le meilleur en technique. Ouais. Bah, ça donne moins d'émotion en plus, enfin je sais que, je connais plus le parc, Disney pour le coup qu'Astérix et par exemple quand ils balancent leur drone, bah, c'est beaucoup moins, émouvant que quand on va avoir un spectacle avec, des gens qui dansent, qui chantent, il y a quelque chose qui se passe en fait à l'intérieur de nous alors que quand on regarde des drones, bon bah, c'est joli mais c'est vrai que rien ne se passe à Après, le l'intérieur. spectacle est vraiment, magnifique et je trouve qu'ils ont un mariage où, le drone est pareil, un outil qui sert à le Mmh. propos, collectif, mais effectivement, c'est un parti pris. C'est dans ma perception, c'est tu vois une personne particulièrement émue sur scène en train de vivre sa performance ou et je suis fasciné par ça, à quelqu'un qui arrive à te faire passer la tristesse, la joie et de le transmettre à toute la salle, c'est pas la même chose. D'ailleurs, vraie question, vous pourriez sortir avec un comédien ou une comédienne en sachant qu'il est capable de faker toutes ses émotions avec vous? C'est une Ça, c'est très une bonne vraie, question. ouais, parce que du coup, tu sais pas. C'est mon débat avec Ouais. des potes et les artistes, ils me disent: «Mais non, mais quand tu es avec quelqu'un, tu es sincère, tu fais pas ça». Mon cul! Non. J'aurais jamais Ouais. confiance! Ouais, ouais. Non, moi, j'aurais pas confiance non plus. Ouais, Je tu peux me faker en des fait, je pleurs, la colère, ou alors, faut être sûr que la personne, c'est pas le meilleur acteur du monde, quoi. ouais. C'est, non, toi, t'es trop bon, je peux pas te parler. D'ailleurs, quelqu'un comme DiCaprio, est-ce que du coup, dans sa vraie vie, est-ce qu'il est pas en train d'arnaquer tout le monde, quoi? Bah, je sais pas. Moi, c'est je pense que c'est ma petite question dans un coin de la tête. Bon, mon mec, il travaille dans les ressources humaines, a rien à voir. Mais, pas de risque, pas de risque. Il faut Hem, savoir s'entourer de la bonne équipe. c'est ça. Exactement, c'est ce qu'on disait. Mais, puis on se complète bien. Mais voilà, c'était ma petite question du moment. Si, dans ce podcast, il y a des gens qui ont la réponse, mettez-la en commentaire, je serais Ouais, ravi de savoir. ouais. Exactement, moi aussi, du coup, ça m'intéresse Bah, de ouais, moi savoir ça. aussi. Mmh. On arrive plus ou moins au bout. On a une dernière question, puis après j'ai deux 3 trucs, on va voir si ça Ah, je croyais marche. que tu avais des questions, plus, un peu moins avec mon parcours, un peu plus, c'est pas stupide le mot, mais c'est plus, détente. Vas-y. Ah, Ouais, il y en ouais, a. bon, j'en ai quelques-unes, mais c'est vraiment, c'est du je me Tu suis dit: «Je vais faire préfères un des truc bras en nawak». mousse ou des jambes en pâté de foie? C'est exactement ça, tu vois? Regarde, tu préfères ne pouvoir te déplacer que sur des chars de parade à roulettes, même quand tu vas à l'épicerie, ou avoir un costume de mascotte de lapin crétin que tu es obligé de porter 24/24, 7 jours sur 7? Ah non, moi en fait, il faut savoir que j'ai eu très peu de chance d'être sur les chars de parade, mais on avait une petite tradition quand j'étais là-bas, c'est qu'à Halloween, sur le dernier, défilé des monstres, tous les encadrants pouvaient aller se transformer en personnages et Ah, trop s'ajouter à la bien. parade. Et du Ah, coup, c'est on beau ça. avait un défilé qui était dopé et les directeurs venaient voir qui était où, etc. Et donc moi, vraiment, en char à vie. Voilà. OK. J'arrive à l'épicerie dramatique, poussez-vous, j'arrive. Ah ça peut être pas mal, ouais, sur le siège comme ça là. C'est Ah ça, ouais, génial. en mode Cléopâtre. Cléopâtre arrive, poussez-vous. Voilà, Servez-moi. c'est Et du ça. coup, tu préfères te nourrir de pop-corn et de barbe à papa pendant 1 an, ou d'avoir le droit de t'endormir qu'en écoutant des musiques, en boucle de parade, du Futuroscope ou du Parastérix? Alors moi, je suis un contrôle fric de la bouffe. Donc c'est mort pour le popcorn et la barbe à papa, qu'en plus j'aime pas. Encore tu m'aurais dit tous les trucs à base de chocolat, j'aurais peut-être cédé. Les Mais Kit Kat. Kit Kat non, Ball. crêpes au Nutella, tout ce qui est à base de Nutella ou de chocolat au lait, je suis foutu. Mais en l'occurrence, je prends les musiques parce que la musique, c'est le truc où je suis pas le plus sensible, donc j'arrive à faire abstraction. Ouais, Donc donc tu ça, arriveras à je pense. dormir. Et tu remarqué, j'ai toujours un choix assumé. Il y en a qui Ouais, disent c'est Ouais, pas bon, c'est mal, vrai. vas-y, c'est je pas peux pas, je mal. peux pas choisir. Il y a un Je prends les choix avec 2. une raison. Du coup, la dernière, tu préfères devoir remplacer tous les dialogues des comédies musicales que tu diriges par des bruits de mouettes, ou ne pouvoir communiquer avec ton équipe qu'en dansant la Macarena? Oh, c'est nul les deux. Encore, tu m'aurais dit par télépathie. Euh, mais en fait, on dit toujours que c'est le visiteur qui est prioritaire, donc je ne dénaturerai pas l'œuvre. Et j'adore faire le con quand on travaille avec moi, donc je prendrai la Macarena.
Ça marche. Et tu sais que j'ai la Macarena dans la tête depuis que j'ai écrit ce truc-là, et du coup, c'est un enfer. Donc Ah mon mon Et fils c'est me Dieu. bien dit: fait «Mange pour des ta chewing-gums». gueule. Voilà, Mais très bien. exactement. Et voilà, c'est ma dernière. Du coup, on arrive au bout. Est-ce que j'ai Et réussi à répondre à toutes vos questions? Est-ce qu'il y a un truc où vous dites: «Ah mince, ça j'aurais voulu le voir avec lui et non, je sais pas». alors, Non, on a plein nickel. d'autres questions, Bien sûr. c'est Mais là, on il les faut être gardera sage, pour ça fait un déjà 1h20 qu'on parle et il faut qu'on exactement. avance un peu. On veut respecter ton temps aussi, Ouais. mais on en avait d'autres, mais on verra ça à un autre moment. Pour le coup, c'était super cool, quoi, parce que moi, j'ai appris plein de trucs. Je t'avoue que même en regardant tes vidéos sur tes réseaux sociaux, les backstage, moi, c'est un truc que j'adore et c'est ce qu'on a fait avec En Coulisses, tu vois? C'est pour apprendre ce qu'il y a derrière et quand je voyais enfin, je me rends pas compte, pour, le concert, justement, la tournée, le travail de fou qu'il y a derrière. En plus, le fait que tu aies mis, Mmh. tu sais, le H- et H+, je me dis: «Putain, c'est incroyable le H-30, boulot ouais, que on ces commence mecs» un jour et demi en amont, ouais. Mais c'est alors ça, c'est fou. des trucs, des formats que j'adorerais faire, sauf que ça prend un temps quand tu es nul à le faire que, bah, j'essaie en fait, je fais les vidéos dans mon téléphone et je commence à travailler avec quelqu'un qui me fait les montages et tout. Mais, Ouais. Bah oui, là ça prend du là, temps. j'ai toutes les maisons hantées qui doivent sortir, donc, il y a c'est pareil, il y a toutes les étapes de travaux. Je les fais pour les escape games. Donc en fait, j'ai plein de vidéos et de photos de backstage qu'il faudrait que je sorte, mais j'ai pas le temps de faire les montages. Et, Ouais, puis c'est trop mais intéressant en plus. ça arrive, Clément Ah! travaille, dessus, donc, voilà. Suivez, Live Show Factory, que ce soit sur Instagram, ou, mon profil LinkedIn si vous voulez, Hervé Bruno, et du coup, je mets au fur et à mesure, c'est les 2 trucs où je suis le plus présent et où je réponds le plus quand on a des questions. On Et on mettra mettra les tout, liens, ouais. bien sûr, ouais, en description et même le lien vers le site internet aussi si ça vous intéresse de voir, bah, tout ce que fait, Hervé et puis, et les réseaux sociaux aussi, bien sûr. Ouais, merci beaucoup, et puis il y aura une mise à jour sur le Merci à site web toi. fin d'année. Ah bah, Ah! parfait. OK, à Bon, noter. merci encore Hervé pour ton temps et d'avoir pris le temps de parler avec nous et de nous faire découvrir, l'envers Les du décor, coulisses. ouais, Mmh. exactement. Merci à vous, salut! À Salut! bientôt.